Monsieur Mohamed Aziz Derouaz, bonjour. Bonjour. Alors l'actualité, c'est cette Coupe d'Afrique des Nations que l'Algérie vient de remporter, c'est le 17e titre. Quel effet ça vous fait ? C'est un grand bonheur parce que mathématiquement, c'est un titre de plus, donc le 7e pour notre pays en garçon, en pure comptabilité. Bon, on a un retard de 2 titres avec les Tunisiens, mais on devance de 2 titres les Égyptiens. Et par contre, ce qui est très bon à prendre, entre autres, c'est le fait que l'équipe tunisienne, qui courait après son 3e succès consécutif pour gagner cette coupe définitivement, revient à la case départ et donc compteur à 0. Donc c'est excellent pour notre équipe nationale et notre handball. Ce qui est également le bon côté, c'est que ça vient en plein dans le prolongement d'une crise que vit toujours notre handball. Et donc, si ça peut être un élément qui améliore, on va dire, la sérénité générale de ce qu'on appelle, entre guillemets, la famille du handball, ce sera une excellente chose. Et en tout cas, parmi les autres côtés positifs de ce succès, c'est l'engouement populaire. Ça ne veut pas dire que ce public deviendra un public handballeur pour suivre l'ensemble des compétitions de la Fédération algérienne de handball, loin de là. Mais c'est un public que l'on doit rechercher. On sait qu'il est disponible et il faut maintenant savoir le mobiliser de nouveau dès lors qu'il s'est montré présent. À côté de ce public, il y a aussi les leçons à tirer de ce championnat d'Afrique, à savoir le fait que le comité d'organisation, dans les conditions actuelles des infrastructures disponibles, a toutes les difficultés du monde pour être à la hauteur de sa mission, donc vis-à-vis, entre autres, de ce public que je viens de citer. Et il y a aussi d'autres évidences, à savoir que pour ambitionner d'organiser une compétition d'un niveau encore plus élevé et à laquelle on a droit, comme un championnat du monde, et il faut aussi que les infrastructures d'accueil, hôtelières en particulier, soient disponibles à une autre dimension que ce que nous avons l'habitude d'utiliser. Donc il y a un certain nombre d'enseignements qui peuvent donc qui peuvent être positivés et engendrer des conséquences exécutoires, on va dire, par rapport au fait que cela interpelle d'autres autorités que la seule Fédération algérienne de handball, entre autres le ministère de la Jeunesse et des Sports, et plus encore pour notamment la réalisation d'infrastructures. Donc je pense qu'il y a énormément de choses positives dans ce succès et puis derrière cette manifestation tout entière. Et également les leçons que l'on peut tirer de la participation mitigée de notre équipe nationale filles, qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, c'est les choses à mettre au crédit du handball national
et les leçons à tirer qui sont vraiment des choses extrêmement importantes à retenir de ce championnat d'Afrique. Et vous n'êtes pas sans savoir que je fais partie des gens qui disaient que ça n'était pas une bonne chose d'organiser ce championnat d'Afrique. Pas dans le sens où notre équipe nationale n'avait pas les moyens de le gagner, mais davantage parce que les meilleures conditions n'étaient pas réunies d'une part, mais aussi d'autre part et surtout parce que nous avions intérêt à postuler pour l'édition 2016. Je suis content de m'être trompé si c'est le cas par rapport à ce championnat d'Afrique, parce que c'est tout ce qui doit être retenu de positif qui est là maintenant et qu'il faut prendre à consommer sans modération. Alors, donc, on n'y croyait pas, nous les premiers des aidants, on le souhaitait, mais on ne pensait pas notre équipe capable de gagner cette Coupe d'Afrique. Ils l'ont fait en finale avec brio, il n'y a rien à redire. N'est-ce pas là un paradoxe quand on connaît la situation et ce sacre final? Je crois que ça n'est pas encore un paradoxe, parce que notre équipe nationale garde encore des valeurs autant morales que technico-tactiques d'une époque précédente. Et donc, tant que l'on peut bénéficier de ce qui a été fait d'une part dans les années de gloire du handball algérien, d'autre part dans la décennie 90 et même les choses positives faites en 2000, c'est très bien. Maintenant, s'il n'y a pas de profonds changements, de profondes réformes, ça deviendrait un paradoxe si on arrive sans changement à gagner l'édition 2016. Et donc, autant je n'étais pas optimiste, autant je ne trouve pas aussi surprenant que ça d'avoir gagné cette édition. Cette question me permet quand même de dire à ceux qui aujourd'hui veulent régler des comptes trop facilement que personne n'avait émis de pronostic favorable, pas même les dirigeants de la fédération ou les dirigeants techniques responsables de cette équipe. Alors aujourd'hui, que personne ne jette la pierre à personne, c'est une bonne surprise pour tout le monde, et c'est bon à prendre pour tout le monde. Donc il y a un message comment dire, c'est un peu un apaisement en fait que vous lancez, un message au calme. Ben, le calme, on souhaite le calme depuis longtemps, mais le calme, il doit venir d'abord de ceux qui dirigent le handball et de ses acteurs directs. Ensuite, c'est clair que pour progresser, il faut travailler dans la sérénité. La sérénité, je ne crois pas que les acteurs, depuis maintenant une vingtaine d'années, l'aient réellement recherché. En tout cas, on n'a pas toujours, on n'a pas cherché à utiliser toutes les capacités, tout le potentiel du handball national. Dès lors qu'une équipe était en place, son souci plutôt que de rassembler, c'était d'écarter toute possibilité d'additionner les capacités humaines du handball algérien. Et ça a même été jusqu'aux tentatives d'effacer l'histoire. Alors, je pense qu'effectivement, si le handball algérien doit travailler pour un avenir meilleur et construire sur ce succès, c'est avec de la sérénité, mais la sérénité appelle d'abord ceux qui ont travaillé sans cesse dans le sens de la division
de changer d'attitude et de revenir à un intérêt général mieux compris et sans ce qu'on appelle communément une expression locale, la fitna. Très bien, donc après cette Coupe d'Afrique des Nations, on va revenir sur vous, sur votre carrière. Parle-nous d'un peu d'un de votre côté qu'on ne connaît pas très bien. C'est le Aziz Derouaz en tant que joueur de handball. Qu'est-ce que ça a donné et comment ça a commencé ? Ah ben ça a commencé comme tout de suite après l'indépendance, donc en septembre 62. Donc comme Benjamin ou minime, j'ai oublié, c'était 12 ans, hein, au sein de ce qu'on appelait à l'époque les GLEA, Groupe laïque d'études d'Alger, devenu Groupe culturel et sportif d'Alger, devenu ensuite le CREPS et l'ITS Rermoul, donc à côté de la Salle Harsha, qui n'existait pas encore. Et donc j'ai fait toutes mes classes dans ce club, devenu ensuite le CJS, Centrale Jeunesse Sport d'Alger, et il n'y avait pas un palmarès particulier. On a gagné une Coupe d'Algérie junior, mais lorsque je suis arrivé dans la catégorie senior, où j'ai connu une transformation physique, enfin morphologique, qui me permettait de voir un avenir de bon handballeur, on va dire. J'ai eu à l'issue de la première année senior un grave accident sur le genou qui m'a poussé vers la carrière d'entraîneur. Je suis devenu rapidement l'entraîneur des jeunes du club où j'ai grandi, puis le seul dirigeant, à la faveur d'événements qu'il est inutile de rappeler ici, le seul dirigeant, et en même temps je suis devenu dirigeant de ligue, dirigeant de fédération, pour ensuite être secrétaire général de la Fédération algérienne de handball en 1975, et reprendre une petite carrière de joueur malgré une rééducation mal finie, mais j'étais passé déjà de l'autre côté, j'étais devenu donc entraîneur et j'ai commencé à entraîner des seniors du club. Donc voilà, c'est pas une grande carrière de joueur, mais je devenais vraiment un très bon joueur lorsque j'ai eu cet accident. J'ai pu le constater lorsque j'ai repris pour encadrer les jeunes que j'ai dirigés. Mais voilà, je n'ai pas été international comme je le lis parfois dans certains articles de presse. Et par contre, je suis rapidement devenu ensuite entraîneur professionnel, puisqu'à l'époque que nous avons évoqué là d'abord, le handball était totalement amateur. Par contre, à la réforme de 77, j'ai été directeur technique donc et entraîneur du Nedit Alger, avec laquelle j'ai gagné le premier titre de champion de la réforme sportive. Pour devenir dans la même année, en 78, dans la même saison, entraîneur national adjoint. Il y avait à l'époque l'Allemand Erwin Kalderach qui était entraîneur de l'équipe nationale, et nous avons été nommés, Fodil Hassan Khodja et moi-même, entraîneurs nationaux adjoints. J'ai laissé Fodil entraîner l'équipe nationale avec Kalderach, et j'ai pris la direction plutôt administrative, si vous voulez, des dossiers de l'équipe nationale, et surtout de
la préparation de l'organisation des Jeux africains en handball. Et ça n'est qu'en novembre 79, après des championnats d'Afrique de Brazzaville ratés et les Jeux méditerranéens de Split ratés, que le ministre de l'époque, M. Djemal Houhou, m'a nommé directeur technique des équipes nationales de handball, donc novembre 79, pour cumuler ensuite cette fonction avec la fonction d'entraîneur national à partir des Jeux Olympiques de Moscou 80. Alors, les Jeux Olympiques de Moscou 80, vous me corrigez si je me trompe, on y participe à la place de l'Égypte, c'est ça, pour des raisons politiques? On y participe à la place de la Tunisie, d'abord, championne d'Afrique à Brazzaville en 79, et de l'Égypte, deuxième du championnat d'Afrique de 79, l'Algérie ayant occupé la 3e place à Brazzaville. Donc les pays du bloc de l'Ouest ont boycotté les Jeux de Moscou. La Tunisie et l'Égypte se sont associés à ce boycott, et donc la Fédération internationale de handball nous a appelés pour représenter le continent africain à leur lieu et place pour les Jeux Olympiques de Moscou. Donc c'est votre première grande compétition, ce n'est pas rien, c'est les Jeux Olympiques. Est-ce que vous étiez prêt, vous, en tant que, on va dire, jeune entraîneur, à prendre part à ce tournoi planétaire? Pardon? Est-ce que vous étiez prêt à prendre part à ce tournoi planétaire en tant que jeune entraîneur? Oui, j'étais totalement prêt parce que j'étais déjà responsable depuis longtemps. J'avais l'habitude de la responsabilité à travers la Ligue d'Alger de handball, la Fédération algérienne de handball, le poste de secrétaire général de fédération. J'avais encadré l'équipe nationale en tant que directeur administratif. Déjà depuis en 73-74 avec à l'époque de l'entraîneur roumain Costache. Donc pour moi, il n'y avait aucun problème dans la responsabilité. Et j'étais à l'aise parce que les objectifs fixés par le ministre de l'époque, M. Houhou, c'était une médaille de bronze aux Jeux méditerranéens de 83. J'avais donc un peu plus de 3 ans de travail pour le premier objectif. Et donc c'est dans la sérénité que nous avons préparé les Jeux Olympiques de Moscou. Perturbé seulement par le fait que ça allait être une confrontation avec les grandes nations du monde, et notamment le premier adversaire, la Yougoslavie, avec le souvenir du match Yougoslavie-Algérie des championnats du monde de 74, où avec une défaite 11 à 36 ou 37, dans ce championnat du monde de RDA, c'est-à-dire 25 BDK. Et je voyais l'équipe de Yougoslavie sur les vidéos qui étaient à notre disposition pour préparer ces Jeux Olympiques, je la voyais encore plus forte. Et donc c'était vraiment un problème, comment faire pour défendre contre cette équipe nationale de Yougoslavie et ne pas être ridicule. Et c'est là que les idées originale pour l'époque, d'une défense différente des défenses européennes, ont germé chez moi, et que à l'occasion de cette préparation des Jeux Olympiques, nous avons mis en application, que j'ai pu faire adopter par les joueurs, et c'était le début de la défense algérienne et l'école algérienne de défense. Donc en fait, grâce à, on va dire pour des raisons de l'époque entre le bloc de l'Est et de l'Ouest, c'est grâce à cette défection de la Tunisie et de l'Égypte que vous avez pu avoir l'idée, l'envie de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui la défense algérienne.
C'est un petit tironnée du sort, quoi. Et oui, tout à fait. Et puis avec les moyens que j'ai eu pour de le faire, puisque nous étions en stage pendant quasiment un mois en Bulgarie, et nous avons d'ailleurs été directement de Sofia à Moscou, en dehors de la délégation générale de la Fédération algérienne de handball, du comité olympique algérien. Nous avons été directement de Sofia à Moscou. Donc j'ai eu des conditions idéales de travail à Sofia pour mettre en place donc cette nouvelle vision de la défense avec une équipe extrêmement disponible au cours de ce stage. Et la disponibilité qui restait à acquérir, c'était la disponibilité mentale. Et là, c'est le fait que nous n'avions pas d'objectif immédiat qui a facilité les choses certainement. C'est aussi le fait que j'avais mis donc en place un rajeunissement de l'effectif avec des joueurs qui ne demandaient qu'à me suivre pour la nouvelle confiance, donc la confiance qui était placée en eux alors qu'ils étaient très jeunes. C'est les Benjamil, Hamish, Azeb, Ben Marsoula, pour ne citer que cela. Et ça a été donc un élément déterminant, oui. Donc le tournoi lui-même, comment il s'est passé? Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Le tournoi lui-même, c'est la réussite lors de ce match Algérie-Yougoslavie que nous avons perdu de 4 buts seulement, de 22-26 je crois, ou 21-25, la mémoire commence à manquer. Et c'est ce qui a donné confiance donc à l'équipe pour me suivre encore dans cette voie et sans retour en arrière parce que ça a tellement bien fonctionné. Et donc à partir de là, ça a été des phases de développement de la défense algérienne, d'une phase à une autre, pour devenir de plus en plus offensif et arriver au point culminant qui a été celui des Jeux Olympiques de Séoul en 88, où il était donc décidé de jouer en pressing sur tout le terrain, ou plus exactement un peu plus de la moitié du terrain, contre tous les adversaires après chaque but marqué notamment. Donc ça a été une véritable révolution du handball mondial à travers cette évolution du handball algérien avec succès sur le terrain. Je vous rappelle que le match Algérie-Yougoslavie notamment s'est soldé par une défaite d'un but à la toute dernière seconde de jeu contre le géant yougoslave de l'époque. Et si on vous rappelle le fameux kung-fu à la fin, est-ce que ça vous énerve encore? Non, aujourd'hui ça me fait sourire. C'est vrai que ça rappelle un traumatisme, mais aujourd'hui ça me fait sourire parce que tellement d'enseignements en ont été tirés que il faut toujours positiver, comme je le dis. Et donc pour moi, même si nous n'avons pas battu la Yougoslavie ou nous n'avons pas fait ce match nul qui était quasiment acquis, ça reste anecdotique parce que le résultat reste de la même dimension. Pour que nos auditeurs comprennent, il reste quelques secondes à jouer. Possession de balle algérienne, il y a match nul. C'est ça? C'est ça, il reste 14 secondes à jouer, très exactement. Et nous avons la balle et les joueurs, pour une fois, sortent d'une discipline de groupe très rigoureuse et sortent de mes recommandations pour imaginer à travers 3 joueurs, je crois, ce qu'on appelle donc le kung-fu, passe au-dessus de la zone.
qui aurait pu réussir. Et d'ailleurs, le tir de Le Cheb, qui a reçu cette passe au-dessus de la zone, a touché la barre avant de sortir. Donc, ça aurait pu être une victoire algérienne, effectivement. Malheureusement, il restait les 4-5 secondes suffisantes à l'équipe yougoslave pour faire cette contre-attaque fulgurante en 2 passes. Et le but, on n'a même pas eu le temps de refaire l'engagement. Bon, on ne va pas remuer le couteau sous la plaie. On va revenir donc, on a passé les Jeux Olympiques 80. Ensuite, il y a la première Coupe d'Afrique des Nations en 1980. Alors, comment ça se passe? Où est-ce que ça se déroule? Et comment vous êtes préparés? En 81, donc c'est le premier championnat d'Afrique des Nations. Je m'excuse, mais moi j'utilise toujours la terminologie adéquate. C'est un championnat d'Afrique des Nations, et donc à Tunis. Ça n'est pas un objectif, mais nous avons continué à nous préparer dans le prolongement de ce qui a été entamé pour préparer les Jeux de Moscou, et nous sommes en avance sur ce qui était prévu, grâce à cette nouvelle vision et cette nouvelle forme de défense. Et nous arrivons à gagner ce championnat d'Afrique des Nations, le premier d'une série de 5 consécutifs, donc à Tunis, à la surprise générale, puisque à ce moment-là, il y avait encore moins de personnes qui pouvaient parier sur un succès de l'équipe nationale algérienne. Donc c'est le premier titre pour une équipe nationale de sport algérien, tous sports confondus. De champion d'Afrique des Nations, oui, tout à fait. Donc ensuite, il y a une grande aventure qui démarre. Je vais vous laisser la parole et faire année par année. Bon, ensuite, c'est le championnat d'Afrique de 83. Mais je vais rappeler que c'est aussi l'année de notre premier rendez-vous d'objectif qui a été fixé par le ministre, à savoir les Jeux méditerranéens. Et donc la difficulté de l'année 83, c'est que nous avions 2 compétitions qui se suivent à 1 mois d'intervalle, 2 sommets, comme on le dit dans le jargon professionnel de la fonction d'entraîneur. Et nous avons celui du Caire, donc le championnat de juillet au Caire, dans des conditions extrêmement difficiles, parce que dans un moment de relation où il n'y a pas de relation diplomatique entre l'Égypte et l'Algérie, et nous sommes totalement isolés, livrés à nous-mêmes, face à des stratagèmes antisportifs que nous pouvons à peine imaginer. Et nous gagnons au Caire, donc dans l'adversité générale et des conditions terribles. La caractéristique de ces 2 derniers championnats d'Afrique, les 2 premiers que nous avons gagnés, c'est qu'on ne nous a pas joué l'hymne national tant à Tunis qu'à Alger. Qu'au Caire, pardon. Alors que c'est un grand moment attendu par une équipe qui gagne. Tout de suite après ce championnat d'Afrique, donc, on prépare les Jeux méditerranéens qui se disputent au Maroc. Et là encore, difficulté tension politique particulière avec le Maroc. Pas de représentation diplomatique algérienne au Maroc, mais un contexte sportif idéal, des conditions idéales, et un public qui nous a soutenus du début tout de suite après le match contre le Maroc, qui était très tôt dans le programme, et qui nous a soutenus ensuite comme sa propre équipe. Mais la difficulté résidait pour nous dans un tirage au sort défavorable, puisqu'on était 2 poules de 5, et que notre 4e match, c'était le match contre l'équipe de France.
après avoir joué successivement la Libye, le Maroc, la Tunisie. Et à chaque fois qu'on rencontrait un adversaire, la veille, il était au repos. Donc nous avons été défavorisés contre tous nos adversaires après le premier match. Et pour moi, ce quatrième match était un problème particulier parce que je n'envisageais pas personnellement de perdre contre l'équipe de France. Nous n'étions là que 33 ans après l'indépendance. Et j'étais marqué par 31 ans après l'indépendance. 1983. 23 ans, oui. Oui, 23 ans après l'indépendance, et j'étais personnellement marqué par la lutte de libération nationale. J'étais enfant, j'ai pas pu y prendre part, et donc c'était un contexte personnel très particulier. Et nous avons gagné contre l'équipe de France 9 buts d'écart. On est arrivé à 11 buts d'écart. Nous avons gagné 21-12. Je dois dire, à partir de ce match d'ailleurs, puisque l'équipe de France, un peu plus tard, est elle aussi entrée dans l'histoire du handball mondial, et qu'elle l'est aujourd'hui comme la plus grande équipe du monde maintenant de tous les temps, on va dire. Je dois dire que c'est cette leçon donnée par l'équipe d'Algérie à l'équipe de France qui a été le déclencheur d'une véritable révolution du handball français. Et donc nous avons perdu la finale 11-17, je crois, contre l'équipe de Yougoslavie. Oui, c'était la grande Yougoslavie. Et nous avions donc fait mieux que ce que le ministre nous avait donné comme objectif, bon, grâce au système de compétition, bien sûr, puisque nous étions rentrés avec une médaille d'argent. Donc 83 est une grande année, un deuxième titre africain consécutif et une médaille d'argent aux Jeux méditerranéens disputés au Maroc. Et 85, c'est notre troisième titre consécutif, et donc nous avons acquis le trophée définitivement, avec toute la symbolique que revêtait ce trophée, et également sa valeur marchande toute particulière, puisque c'est une véritable œuvre d'art. Et c'était le trophée Marianne Ngouabi, héros de la révolution congolaise. Et ce championnat disputé à Luanda en Angola, nous l'avons dominé de la tête et des épaules. Nous avons notamment battu en Angola l'équipe de Tunisie à 2 reprises. Et c'est à travers ces 2 succès contre la même équipe tunisienne, la caractéristique principale de l'exploit réalisé en Angola. Non pas de l'exploit, on va dire de la dimension du succès réalisé en Angola. Le championnat suivant, c'est celui du Maroc en 87, alors qui vient à un moment tout particulier du handball algérien et de mon histoire personnelle, puisqu'en 86, il y a eu un incident. Après le championnat du monde de Suisse, le ministère de la Jeunesse et des Sports a mis fin à mes fonctions, alors que je devais être décoré de l'ordre du mérite national par le président de la République. Et c'est un événement que j'avais très mal vécu, parce que j'étais entraîneur national bénévole depuis le commencement. Et
après l'intervention de la présidence de la République, entre autres, j'ai été réinstallé dans mes fonctions, quoique j'étais personnellement, sincèrement, démissionnaire en 86. J'ai donc retrouvé mes fonctions d'entraîneur national et nous avons gagné au Maroc dans une année de nouveau particulière. L'année 87 ressemblait à celle de 83 puisqu'il y avait les deux sommets déjà évoqués, à savoir les championnats d'Afrique des Nations et les Jeux méditerranéens qui ont lieu tous les 4 ans. Donc c'était 83 au Maroc, ça a été cette fois 87 en Syrie, les Jeux méditerranéens de l'Ataquié. Mais 87 c'était pire encore, puisqu'il y avait un troisième sommet, c'était les Jeux africains de Nairobi. Et alors, les Jeux africains venaient tout de suite après le championnat d'Afrique, à 10 jours près, on va dire. Et au niveau de la direction technique des équipes nationales de handball, nous avions fait le choix que l'équipe nationale A ferait les championnats d'Afrique et les Jeux méditerranéens, tandis que l'équipe Espoir, à partir de l'équipe nationale junior, entraînée par Fodel Hassan Khoja, ferait les Jeux africains, renforcés par 4 éléments de l'équipe nationale A que je n'aurais pas retenu de la liste qui faisait de 20 joueurs qui faisaient la préparation et qui ne participeraient pas aux Jeux, qui n'avaient pas participé au championnat d'Afrique. C'est ainsi donc que l'équipe nationale A', on va dire, a remporté la médaille d'or des Jeux africains, dirigée par Fodel Hassan Khoja, en battant en finale l'équipe nationale égyptienne que nous avions battue en finale des championnats d'Afrique au Maroc. 10 jours avant. Voilà, donc l'équipe égyptienne qui a fait l'impasse sur les Jeux méditerranéens comptait gagner les Jeux africains vu l'absence de l'équipe nationale A d'Algérie. Eh bien, notre handball était tellement fort cette année-là que c'est une autre leçon que les Égyptiens que nous avons battus 2 fois lors des championnats d'Afrique au Maroc. Donc c'est une véritable leçon, c'est 3 succès consécutifs du handball algérien contre l'équipe nationale A d'Égypte. Ensuite, rendez-vous donc des Jeux méditerranéens de l'Ataquié et retrouvailles avec l'équipe de France en finale. Des Jeux méditerranéens où nous étions vraiment très au-dessus d'équipes comme l'Italie, la Turquie, la Tunisie. Nous étions vraiment largement au-dessus de toutes ces équipes. Et c'est l'équipe de France que nous avons retrouvée en finale, l'équipe de France A, après avoir battu l'équipe d'Espagne, Espoir, A', on va dire, en demi-finale, après 2 fois 2 prolongations. Et nous avons battu l'équipe de France après 2 fois 2 prolongations en finale des Jeux méditerranéens. Mais il faut dire que ces Jeux méditerranéens, et c'est ce dont peu de monde se rappelle, nous avons joué ces Jeux méditerranéens avec une équipe largement remaniée, à laquelle manquaient 6 des 7 joueurs rentrants du championnat d'Afrique des Nations, pour différentes raisons. Je vais citer Ben Jmil, Ben Mersoula, Ben Hussein, Hamish, Dobala, qui n'étaient pas présents. C'est pas n'importe qui, quand même. Qui n'étaient pas présents donc aux Jeux méditerranéens. Et là, c'était l'entrée dans l'équipe nationale de la nouvelle génération, représentée par
Aït Hussein, El Mouahab, Bouanani, Bouchiche, Bouanniq, s'il y en a d'autres que j'ai pas cités qu'ils m'excusent. Et voilà, et donc un triomphe au Jeux méditerranéens avec cette fois une médaille d'or et donc une équipe, un handball algérien au 7e ciel. Enfin, l'édition 89 d'Alger, pour notre 5e victoire consécutive, la seule que nous avons disputée en Algérie, mais là avec des difficultés particulières inhérentes à des problèmes internes à l'équipe. Et les premiers problèmes que j'ai eus de groupe de joueurs qui s'est opposé à moi par rapport à la programmation d'un stage pendant le mois de Ramadan, un stage à l'étranger pendant le mois de Ramadan. Et j'ai dû dissoudre l'équipe nationale et la reconstituer et accepter donc de présenter une équipe avec une préparation à minima. Et d'ailleurs, nous avons gagné cette finale contre l'Égypte d'un but d'écart seulement. Alors, on imagine que ça devait être à l'époque un grand risque que vous avez pris. Quels étaient les échos et les commentaires avant cette Coupe d'Afrique en raison de vos décisions ? Vous savez, j'avais déjà pris l'habitude d'une adversité interne au handball national. C'est un gros mouvement de jalousie né déjà à ma prise de fonction en novembre 79 et début 80, par on va dire l'environnement des joueurs des années 70 qui ne faisaient plus partie de l'équipe du début des années 80. Ensuite, le succès aidant, il ravive toujours les jalousies et les critiques des envieux et de leur environnement. Et c'est une opposition qui a continué à s'agiter à l'intérieur du handball algérien et qui a, à l'époque, débattait du fait qu'il n'était pas normal que j'entraîne l'équipe nationale et le Mouloudia d'Alger. Alors que, en vérité, j'étais entraîneur national bénévole, que je mettais le Mouloudia d'Alger au service de l'équipe nationale et que même si dans l'absolu et on peut avoir en relever un aspect négatif. En vérité, à l'époque, c'est bien, et je vous rappelle que c'est les années d'installation et de développement de la défense algérienne, de cette nouvelle vision de défense. C'est bien parce que je pouvais faire ce travail au Mouloudia d'Alger, en plus de ce que je faisais en équipe nationale, que la réussite a été au rendez-vous. Et je voudrais profiter de l'occasion ici pour rappeler un succès très méconnu du public algérien. C'est celui obtenu par l'équipe du MPA, du Mouloudia des pétroliers d'Alger, dans le tournoi de Dessau en Allemagne de l'Est, en RDA. L'un des plus gros tournois de handball, de club de handball de l'époque, que nous avons gagné avec la participation d'une pléiade des meilleures équipes de clubs de handball des pays de l'Est de l'époque. Et donc
L'adversité que j'ai connue pendant de longues années a connu deux points culminants. Celui de 86, où c'était donc la possibilité, certaines forces, on va dire, y ont vu la possibilité de me faire partir de l'équipe nationale pour à travers une atmosphère créée déjà de l'extérieur par ceux qui m'attaquaient à travers les succès de l'équipe nationale, pour installer un nouvel entraîneur national. Et dans des questions qui concernaient finalement des rivalités clubardes. Avec et le deuxième point culminant, c'est celui de 89, où les attaques à l'intérieur de l'équipe nationale se sont poursuivies, mais cette fois-ci avec l'usage de moyens idéologiques propres à la société algérienne, et entre autres l'observation de plus en plus stricte du mois de Ramadan, omettant d'appliquer les facilités prévues par notre religion, par l'islam lui-même, mise en évidence d'ailleurs par les imams auprès desquels nous avons cherché les solutions, et qui cadraient parfaitement avec les programmes que j'avais mis sur pied. Alors donc ça c'est après 89. On va revenir, il y a eu le championnat du monde 1982 et 86. C'est les deux participations auxquelles vous avez participé. Oui, le championnat du monde 82, où il faut rappeler que c'est les deux éditions dont vous parlez. Oui, celui de 86. J'ai oublié pour celui de... Non, ce sont les deux dernières éditions qui se sont déroulées sous la forme de 16 équipes. Il faut le préciser. Trop peu de monde s'en rappelle. Et donc, il n'y avait pas de classement final. Trop peu de monde s'en rappelle aussi, puisqu'on fait des comparaisons avec des choses incomparables. Puisque nous n'avons jamais pu jouer... non, en 86, il y avait le classement. Si, il y a eu le classement, tandis qu'en 82, il n'y avait pas le classement. On est rentré à la maison. En 86, on a disputé le classement. Maintenant, donc il faudra... que s'est-il passé en 82 ? Nous avons eu une défaite honorable de 4 buts contre l'équipe espagnole. 15-19. Nous avons eu une défaite somme toute honorable contre la Hongrie, 20-30, sur un match où j'ai essayé de ménager l'équipe. Et nous avions comme objectif la Suède. Pourquoi la Suède ? Simplement parce que en préparation, nous avons battu l'équipe nationale de Suède dans un tournoi disputé en Italie. Et nous avons misé sur ce match contre la Suède, naturellement. Mais c'est un match que nous avons perdu, finalement, 15 buts d'écart. En vérité, il nous est arrivé ce jour-là une véritable catastrophe, puisque les joueurs ont glissé à partir de la 10e minute de jeu environ, où nous étions, je crois, où nous avons même mené, où nous étions à égalité, bref. Et puis à partir d'un certain moment, où il y a eu une humidité exceptionnelle sur le terrain, nos joueurs n'ont plus tenu debout.
Il faut expliquer cela par un fait très précis. La salle de Ludwigshafen, qui était celle où s'est déroulé ce match, était une salle de patinage artistique. C'est-à-dire que le revêtement était un revêtement d'une espèce d'ardoise ou je ne sais quelle matière, avec un équipement souterrain qui permettait de glacer de l'eau mise en surface. Et cela a abouti à ce que le terrain devienne une véritable patinoire avec la seule humidité ambiante. Et les mauvaises langues ont dit après, oui, mais pourquoi il n'y a que les Algériens qui tombaient? Eh bien, je leur renvoie la question. Pensez-vous que les joueurs algériens tombaient de gaieté de cœur? En vérité, c'est les qualités techniques propres aux Algériens, la technique utilisée propre aux Algériens, d'un débordement notamment extérieur sur la demi-chaussure qui faisait tomber nos joueurs, et nous avons souffert de ça d'ailleurs tant en défense qu'en attaque. Et ça a été un véritable désastre parce que mentalement l'équipe s'est aussi écroulée, et avec une défaite d'une sévérité au-delà du véritable rapport de force entre la Suède et l'Algérie et notre équipe nationale de ce moment-là. L'édition 86 en Suisse, je pense que l'équipe a commencé à payer l'apparition d'une première crise. J'avais eu à prendre des décisions disciplinaires que je ne vais pas rappeler ici, contre un joueur de base de l'équipe nationale. Il a été soutenu par d'autres, on va dire, et l'équipe a été déstabilisée dans sa préparation, et c'est une équipe donc amoindrie mentalement qui a abordé le championnat du monde de Suisse. Ceci étant, la performance n'était pas non plus si négative que cela, avec une défaite de 6 buts d'écart contre le Danemark, avec une défaite je crois de 8 buts d'écart contre la Suède. En fait, les résultats n'étaient pas dramatiques, mais là où l'équipe s'est effondrée totalement et n'a plus répondu à mes appels, c'est dans les matchs de classement, et c'est ce qui a motivé mon intention de démissionner de l'équipe nationale après le championnat du monde 86, une intention que je devais mettre à exécution après le fameux tournoi des capitales, qui était le premier tournoi de l'histoire du handball de France à Bercy. Et entre-temps, malheureusement, donc, il y a eu cet épisode que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir la fin de fonction décidée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, annulée par une décision de la présidence de la République pour me remettre dans mes fonctions en 87. Et ensuite la préparation à la participation aux Jeux Olympiques de Séoul, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Alors je vais rebondir sur certains commentaires que je peux entendre de la part des personnalités du handball. On dit dans les années 80, on n'a jamais battu d'équipe européenne au niveau du championnat du monde des Jeux Olympiques, et aussi on n'a jamais passé le premier tour. Vous avez en partie répondu au début, est-ce que vous pouvez y revenir sur ça? Oui, d'abord, donc j'ai rappelé que nous avons battu l'équipe de France aux Jeux méditerranéens. J'ai rappelé que nous avons battu l'équipe d'Espagne qui est venue représentée par une équipe A', mais c'est leur responsabilité, ça n'est pas la nôtre. J'ai rappelé ce que nous avons fait dans les années 80 en allant notamment disputer ce tournoi de club en RDA. J'ai rappelé le match
match Algérie-Yougoslavie de 88 qui vaut davantage que tout ce que vous pouvez imaginer en victoire contre des équipes européennes, contre d'autres équipes européennes. Je ne veux pas entrer dans une comptabilité. Je suis fier de ce que l'équipe a fait dans les années 80. Je rappellerai simplement que les années 80, c'était encore les années de la toute-puissance des équipes de l'Est. Le bloc de l'Est était toujours présent politiquement et avec ce que cela représentait économiquement à l'intérieur de ce bloc de l'Est. Le handball, sport amateur par excellence dans les autres pays européens à l'époque, était ce qu'il était dans les pays de l'Est, et il écrasait, pas seulement il dominait, il écrasait le handball mondial. Et c'est comme ça que l'on peut regarder ce qu'était notre véritable place dans le handball mondial dans les années 80. Je suis convaincu qu'avec une équipe sereine en 86, nous aurions obtenu des résultats totalement différents à ces championnats du monde. On ne peut pas refaire l'histoire. Je reste avec mes convictions. J'ai donné les raisons des difficultés que nous avons pu rencontrer, mais nous restons fiers de ce que nous avons fait, et je n'en veux pour preuve que la place qu'occupait le handball algérien à l'époque dans le concert international, les sollicitations qui nous venaient des équipes européennes pour disputer des tournois internationaux dans tous les pays européens, et on parlait du handball maghrébin et africain en parlant du handball algérien et pas du handball tunisien, alors qu'aujourd'hui on parle du handball maghrébin et africain en parlant du handball tunisien en Europe. Alors, 5 titres de champion d'Afrique d'affilée. Si vous devez en retenir un, ce serait lequel ? C'est très difficile. Chacun a eu sa saveur. J'ai essayé de l'évoquer. Maintenant, il y a forcément deux titres qui ont eu à l'intérieur de tout ça un goût particulier. Il y a le premier, puisque c'était en Tunisie et que il était impensable, notamment pour mes premiers opposants, que l'équipe nationale gagne gagne ce premier titre à Tunis. Et il y a ensuite le titre de 89, puisque c'était devant le public algérien, et notamment après l'échec de l'équipe nationale en 76 à Alger. Donc ça, c'est bien entendu deux titres à connotation particulière. Alors, en 89, vous n'êtes plus sélectionneur, c'est bien ça ? Qu'est-ce qui se passe après Non, en 89, après les championnats d'Afrique, je démissionne volontairement de l'équipe nationale et je laisse l'équipe qualifiée au championnat du monde de la Tchécoslovaquie à l'époque, et je me retire. Donc, championnat du monde en 90, est-ce que vous regrettez ce choix d'avoir démissionné ? Aujourd'hui, avec le recul. Non, je le regrette pas du tout. Je le regrette pas du tout. 10 années à la tête de l'équipe nationale dans un pays et une société comme la nôtre, je crois que c'est considérable. Je pense que j'aurais pu faire encore énormément. J'ai eu souvent la nostalgie d'être sur le terrain et le regret de ne pas poursuivre un travail qui n'était pas terminé pour moi sur le plan technico-tactique notamment. Il y avait une phase ultérieure que dans le développement de la défense algérienne que je voulais conduire.
Et je pense aussi que l'équipe nationale arrivait à maturité pour devenir une équipe parmi les 8 meilleures équipes du monde. Je pense que je pouvais le faire. Maintenant, je le répète, on ne refait pas l'histoire et je n'ai aucun regret sur la décision que j'ai prise à l'époque. Je ne voulais pas être en conflit avec la génération de joueurs que j'avais dirigée, que j'avais construite et avec laquelle j'ai eu tant de moments de bonheur. Alors pour revenir sur le terrain, donc il y a cette fameuse défense 3-3 qui est la fierté du handball algérien aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Comment cela était perçu par les autres nations? La première fois où les gens voient cette équipe jouer de cette manière. Et comment aussi, vous allez nous dire sur quoi vous êtes basé et inspiré pour créer cette défense? Bon alors, comment... bon, l'inspiration, c'est une réflexion personnelle. C'était comment faire pour empêcher un naufrage contre la Yougoslavie. Une défense de type européenne, l'équipe nationale algérienne avait montré qu'il était impossible avec ça de tenir la comparaison avec les nations européennes et le déficit par rapport au déficit morphologique qui était le nôtre contre ces équipes-là. Donc il fallait autre chose. Et c'est cette autre chose donc que j'ai pensé. Mais dans les différentes phases, il faut rappeler une chose. La première caractéristique de la défense algérienne, c'est le soutien par le demi-centre pour l'ensemble des partenaires en difficulté. Et ça n'est pas la défense avancée. Donc c'est une défense dont, je rappelle, la caractéristique, c'est que c'est le demi-centre qui fait le soutien pour tous les partenaires. La deuxième caractéristique, c'est que le défenseur, puisqu'on a commencé à faire ça en 1-5 ou 5-1, suivant la terminologie locale ou française, c'est que le défenseur doit intervenir en dehors des 9 mètres, le plus loin possible en dehors des 9 mètres. Mettant à profit la vitesse d'exécution particulière propre aux Algériens. Évidemment, ce n'est pas tous les joueurs qui ont cette vitesse d'exécution exceptionnelle. Je vais en donner quelques exemples. Je vais donner l'exemple de Mohamed Sghir. Je vais donner l'exemple de Hussein Ledra. Je vais donner l'exemple de Ben Mersoula. Je vais donner l'exemple de Dobala. Je vais donner l'exemple de Bouchkriou. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas citer tout le monde, mais disons que il s'agissait de diminuer de nos insuffisances morphologiques et de valoriser nos qualités supérieures à la moyenne, il faut le préciser, donc dans la vitesse d'exécution et la vitesse de réaction. Et comment? Alors ensuite, il faut considérer les autres phases, parce que la première phase, les Européens n'ont rien compris. Lorsqu'on a utilisé des phases plus offensives, et je vous dis de suite que je ne parle pas de la défense algérienne en tant que défense 3-3, je parle de la défense algérienne maintenant en tant que défense offensive. Et la prise de risque devenant encore plus grande, pour aller jusqu'au pressing, les Européens ont considéré que c'était une défense extrêmement spectaculaire, qui apportait un côté attractif particulier au handball, d'une part,
Mais les Européens considéraient qu'il était impossible physiquement de supporter une débauche d'énergie pareille sur une longue durée. Je dois dire que nous en avons apporté la contradiction, que les gens le veuillent ou non. Nous l'avons apporté à 2 reprises, notamment. Nous l'avons apporté lors des Jeux méditerranéens en 87, où je rappelle que notre succès a été acquis contre la France après 2 fois 2 prolongations, alors que la veille, nous avions joué 2 fois 2 prolongations contre l'Espagne. Nous avons apporté aussi la contradiction de cette théorie aux Jeux Olympiques de 88. Alors, ce qu'il faut retenir du rapport de notre handball et de cette façon de défendre par rapport aux Européens, c'est que, quel que soit aujourd'hui, dans les années 2000, voire les années 2010 maintenant, quelle que soit la façon de défendre des grandes nations du monde, ils ont tous pris quelque chose de la défense algérienne. Ils en ont pris ce côté offensif du défenseur vis-à-vis de l'attaquant. Le défenseur aujourd'hui ne subit plus l'attaquant, il va chercher l'attaquant. Il provoque l'attaquant. Ceci dans toutes les équipes du monde de haut niveau. Je dirais plus encore, nous avons apporté au handball mondial la façon particulière de défendre offensivement en infériorité numérique, à 5 contre 6. Et là, pour être plus précis par rapport à votre question, je dirais carrément que les Européens considéraient qu'on était fou quelque part. Mais aujourd'hui, toutes les grandes nations du monde font la même chose que ce qu'on a développé dans la défense 5 contre 6, avec un joueur qui carrément va perturber sur un plan avancé, je n'entrerai pas dans les détails, l'attaque de l'adversaire. Nous avons vu ça chez les filles. Nous avons vu tout cet aspect offensif de défense chez les filles brésiliennes également. Et ça n'est pas par hasard pour moi si elles ont été couronnées d'un titre de champion du monde au bout de quelques années de travail. Donc, si l'on considère l'évolution du handball mondial d'aujourd'hui, qu'on appelle le handball moderne, je ne vois pas grand-chose en attaque qui différencie le handball par rapport au handball des années 80. Je vois par contre une conception de la défense qui a utilisé la révolution que la défense algérienne a apportée dans le handball mondial. Bah justement, parlant de ça, il y a Daniel Constantini. Moi, on m'a raconté qu'il vous appelait maître à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous avez apporté au handball français? Bon, Daniel Constantini a apporté au handball français cette touche de modernisme de la défense. Il n'a pas fait une défense algérienne. Il a utilisé les qualités propres de Jackson Richardson, il l'a toujours dit. Il a construit la défense autour de Jackson Richardson. Mais ce qui a été particulier dans cette équipe de France, c'est précisément le rôle du demi-centre, qui a ressemblé de plus en plus au demi-centre algérien de défense, qu'il soit Benjamil ou Azeb, à travers Pascal Mahé d'abord, Didier Dinard ensuite, pour aboutir à la technique et à la tactique de Didier Dinard, totalement
totalement conceptualisé par rapport au demi-centre de la défense algérienne, comme je l'ai évoqué depuis le début. Donc après cette année 89, vous démissionnez. Et c'est quoi votre parcours par la suite, avant d'arriver à votre poste de ministre de la Jeunesse et des Sports? Donc ensuite, je deviens directeur technique national en 90 avec Kamel. Non, pas en 90, pardon, en 91 ou 92, j'ai oublié. Ensuite, j'ai un intermède politique majeur avec la participation aux élections législatives de décembre 91, janvier 92, comme candidat du FFS à Alger Centre. Il faut rappeler simplement, j'ai ouvert une parenthèse politique, que le scrutin n'était pas un scrutin de liste à l'époque, c'était un scrutin uninominal et à 2 tours. Et j'ai eu la satisfaction personnelle de passer au second tour dans la circonscription électorale la plus importante d'Algérie, à savoir celle d'Alger Centre. Avec l'arrêt du processus électoral, j'ai été en Arabie Saoudite, où je suis devenu pendant 2 ans l'entraîneur de l'équipe nationale d'Arabie Saoudite. Et j'ai été appelé en 95, donc c'était de 93 à 95, et j'ai été appelé en 95 à des fonctions supérieures par le président de la République Zaroual pour être président du Conseil supérieur de la jeunesse avec rang de ministre et conseiller du président de la République. Avant de devenir ensuite ministre après les élections législatives de 97 et ministre de la jeunesse et des sports en 97. Donc, vous démissionnez, vous avez votre parcours, mais alors après 1989, vous démissionnez de votre poste, et comment vous vivez toutes les compétitions à laquelle l'Algérie participe, que ce soit le championnat d'Afrique, le championnat du monde? Je les vis en tant que supporter de l'équipe nationale. J'ai souvent entendu ça et là chez des gens qui ne valent pas la peine qu'on s'étende sur eux, que ceux qui ne sont plus à la tête de l'équipe nationale souhaitent qu'elle ne gagne pas. Moi, j'ai toujours été supporter de l'équipe nationale. J'ai toujours essayé d'en être proche. Et j'ai constaté à mon détriment que on a souvent fait en sorte que j'en sois éloigné. Je le déplore parce que tout ce que j'ai toujours essayé de donner à l'équipe ce que je pouvais donner et qui eût été souhaité par ses responsables du moment. Alors lorsque j'ai pu donner un soutien psychologique, je l'ai fait. Lorsque j'ai pu donner un soutien matériel, je l'ai fait. Je n'ai jamais voulu régenter l'équipe nationale, contrairement à cette réputation que comment je vais les qualifier, que les fossoyeurs du handball algérien veulent me coller. Et donc je l'ai vécu souvent avec beaucoup de tristesse, parce que lorsque vous avez donné 10 années de votre vie à une cause et à construire quelque chose, vous voulez d'abord toujours que cela soit préservé, et en tout cas vous vous maintenez toujours disponible pour pouvoir pour
participer éventuellement à ce que cela soit préservé. Bien entendu, il y a eu des moments forts et des moments pénibles pour le handball algérien depuis le moment où j'ai quitté donc les fonctions officielles pour la discipline. J'ai eu beaucoup de bonheur au championnat du monde de 95, lorsque l'équipe nationale a gagné enfin un match de championnat du monde contre le Danemark, et le succès également contre le Japon, donc 2 victoires au championnat du monde de 95 contre le Japon. J'ai eu énormément de bonheur. Tout comme j'ai eu un grand bonheur lors de la qualification acquise au Caire en Égypte pour les Jeux olympiques d'Atlanta. Et un moment aussi de bonheur lorsque l'équipe nationale en 96 a brisé l'élan pris, a repris le titre africain une nouvelle fois. Maintenant, j'ai également déploré que ce soit installé de plus en plus un état d'esprit clanique qui a enfermé le handball algérien dans une logique suicidaire, à savoir ceux qui sont pour Derouez et ceux qui sont contre Derouez. Et je crois que l'un des drames du handball algérien d'aujourd'hui, c'est cet état d'esprit. Donc aujourd'hui, l'équipe nationale garde encore cette philosophie de jeu que vous avez lancée dans les années 80. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut rester encore dans cet esprit, ou bien que la défense avancée, la défense 3-3 ou la défense offensive, je ne sais pas comment vous la qualifiez vous aujourd'hui, celle que vous voyez, est-ce qu'on peut encore continuer à jouer comme ça tous nos matchs ? Et moi, je ne vois aucun inconvénient à ce que l'Algérie continue de développer ce qui a fait sa force et qui vient de le prouver encore. Je ne vois pas pourquoi. Certes, il y a des charlatans qui disent souvent que la défense algérienne, maintenant, tout le monde s'est préparé contre elle et que ça ne marche plus. Mais à chaque fois que ces charlatans le disent, l'équipe d'Algérie prouve le contraire. Donc, je ne m'étendrai pas sur le charlatanisme. Je dis par contre qu'il faut, bien entendu, toujours que les entraîneurs nationaux, et pas seulement celui de l'équipe nationale senior, apportent toujours une touche nouvelle et soient en mesure d'adapter la défense du moment aux exigences du moment. Et ça, c'est pas que pour les entraîneurs algériens. Tous les entraîneurs du monde doivent faire cet effort. On ne peut pas vivre en copier-coller. Par contre, l'esprit du jeu de défense algérien, c'est notre force. On doit continuer à le développer. Tout comme on doit travailler pour être en mesure de présenter une équipe qui fasse le moins de changements possible attaque-défense. Nous n'y sommes pas encore. Et pourquoi pas dans une amélioration tout
toujours à obtenir. C'est-à-dire toujours à rechercher et à obtenir. C'est-à-dire qu'on ne l'a toujours pas. Du capital morphologique de l'équipe nationale, pourquoi pas aboutir également à une équipe capable de faire une 0-6 offensive du même type que l'équipe nationale féminine brésilienne au dernier championnat du monde féminin. Alors pour arriver donc éventuellement à ce résultat, vous êtes d'accord qu'il y a tout un travail à revoir au niveau de la détection, de la formation. On ne voit plus rien aujourd'hui, il n'y a plus de formation. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre l'époque des années 70-80, avec cette réforme politique, et aujourd'hui? Vous touchez là le vrai problème du handball algérien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a derrière notre équipe nationale, messieurs championnes d'Afrique? Donc, on ne va pas oublier que j'ai été président de la fédération une période et que nous avons mis en place immédiatement un programme qui devait nous permettre à terme d'avoir les capacités de renouveler notre élite régulièrement. Ça, c'est une chose qui échoua à la fédération. De la même façon, c'est une politique qui doit aller jusqu'au club. Et quelles sont les capacités des clubs aujourd'hui pour fournir au handball algérien ce que lui fournissaient les clubs dans les années 80? Il faut se poser la question, et la réponse est connue, malheureusement, les clubs n'ont pas ces moyens aujourd'hui. Les clubs qui peuvent aujourd'hui travailler travaillent 1h30 par séance d'entraînement et non plus 2 heures. Pourquoi les entraîneurs disponibles de haut niveau de nationalité algérienne, le vrai capital qu'a produit le handball algérien des années 80, on n'en parle pas assez, ce potentiel est à l'étranger. Il fait les beaux jours de nombreux pays étrangers, notamment les pays du Golfe. Après que notre ami Kamel Aqab ait participé à la relance du handball tunisien de haut niveau, considérablement à travers l'étoile du Sahel et également l'impact technico-tactique qui a rejailli sur l'ensemble du handball tunisien. Moi, je crois que on n'est pas assez honnête dans l'état des lieux, que l'on aime couvrir le soleil avec un tamis, pour reprendre une expression du jargon traditionnel national. Et donc, il faut tout remettre en place de ce qui a fait la force du handball algérien, mais certaines choses ne sont pas seulement le fait du handball tout seul. C'est-à-dire que le handball à l'époque avait bénéficié aussi d'un environnement favorable à travers les moyens de la réforme sportive. Il y a donc toute une révision du sport de haut niveau en Algérie, de son organisation, de sa capacité à travailler sur la pyramide de formation des athlètes de haut niveau, qui est à reprendre en considération. Alors, on va pas faire le procès aujourd'hui de ce qui se passe exactement, mais
Il y a un moment, il y avait 14 clubs en D1, ensuite 16, 20, on est passé à 29 clubs. Aujourd'hui, à votre époque, c'était combien de clubs dans l'élite ? À l'époque de la réforme sportive, on a commencé par 6 clubs, puis 8 clubs. Ce sont les meilleures années du handball national de haut niveau. Il est évident, et ça c'est une règle universelle, plus on rétrécit l'élite, plus on lui donne les moyens d'être compétitive et au plus haut niveau. Donc on n'avait rien inventé à l'époque. J'ai toujours été contre la dilution de l'élite nationale, et simplement les conditions historiques récentes qui ont abouti à cette inflation d'équipes dans le championnat national ne sont pas à redévelopper. Il faut faire ce triste constat avec 28 ou 29 équipes. On ne peut arriver à rien. Je ne sais pas où va aller la fédération actuelle. Toujours est-il que si on ne retrouve pas une élite ramassée, on ne reproduira pas les conditions de mettre à la disposition des entraîneurs nationaux la meilleure préparation possible et les meilleures conditions de détection et de sélection possibles pour les équipes nationales. Est-ce que vous pensez que si on revient à une réforme sportive comme c'était à l'époque, au vu de la société telle qu'elle est aujourd'hui, tel que le monde du sport professionnel est aujourd'hui, est-ce qu'on pourra avoir un semblant de résultat comme c'était le cas à l'époque ? Non, le retour aux conditions de l'époque est impossible aujourd'hui, puisque les conditions économiques nationales ont changé. Si vous permettez, on a beaucoup plus d'argent aujourd'hui qu'à votre époque, on est d'accord ? Oui, on est d'accord, ça c'est certain. Les fédérations, toutes les fédérations ont plus d'argent. Le ministère de la Jeunesse et des Sports met plus de moyens donc pour le mouvement sportif national. L'effort en réalisation d'infrastructures a été plus important et peut être encore plus important. Donc tout cela est certain. Par contre, ce qui a disparu, c'est la clarté, la transparence de la circulation de l'argent de façon générale, et le cadre réglementaire qui aujourd'hui n'est plus adéquat, afin que la relation du joueur avec l'argent et donc ensuite des dirigeants avec les joueurs soit simplifiée et soit saine. Dès lors que cela n'est pas sain, c'est un gros problème. Avec également des disparités de plus en plus importantes. Et certes, s'il est impossible qu'il y ait des disparités, il faut quand même que pour la majorité de l'élite, les conditions les plus élémentaires soient réunies sur le plan de la rémunération des athlètes, afin que la sérénité soit de mise et que les conditions de préparation des clubs soient réellement des conditions de préparation de haut niveau. Alors, quand vous étiez sélectionneur, vous avez dit vous l'étiez de manière bénévole. Oui, je l'ai dit, je le maintiens, j'ai été entraîneur de l'équipe nationale 10 ans bénévolement. Et donc, vous êtes resté 10 ans bénévole. Le dernier sélectionneur qui est resté longtemps, c'est Bouche-Créou. Il est resté 4 ans. Pourquoi, entre-temps, il y a eu un bal incessant de va-et-vient entre différents sélectionneurs qui sont revenus à plusieurs reprises pour rester 6 mois, 1 an. Cette stabilité, est-ce qu'elle a fait du mal au handball ? Bien sûr que l'instabilité fait du mal. Maintenant, je pense que il y a 2 raisons. D'abord, plus directe à
à cette succession d'entraîneurs et de changements d'entraîneurs, c'est aussi le fait qu'on change d'entraîneur quand on gagne pas. Comme on n'a pas gagné souvent, il est normal aussi que la fédération ait souvent envie de changer d'entraîneur. Ça n'est pas venu toujours du fait de la fédération. Parce que de la même façon, les entraîneurs sont devenus professionnels. Enfin, dans le même ordre d'idée, pardon, les entraîneurs sont devenus professionnels et non plus bénévoles, et qu'il est normal aussi que ce soit, puisque ce sont des professionnels, que ce soit leur intérêt pécunier, qu'ils prennent aussi en considération, avec un marché qui s'est ouvert, notamment à travers celui des pays du Golfe, et très attractif forcément. Et donc, cela aussi a joué dans l'instabilité. Il ne faut pas mettre l'instabilité à la charge exclusive des fédérations qui se sont succédées. Donc, les entraîneurs sont devenus professionnels et se sont adaptés parfaitement à cette instabilité. Donc vous dites qu'on change d'entraîneur lorsque l'on perd, la fédération décide si elle le veut changer, mais vous quand vous êtes arrivé en 79, on ne vous a pas mis la pression, on ne vous a pas dit on veut ça tout de suite, on veut ça, on vous a dit 4 ans après ou 3 ans après, on veut une médaille de bronze à tel tournoi. Et c'est le ministère, vous nous avez dit, qui vous avait donné cette consigne. Est-ce qu'aujourd'hui, ou il y a encore 10 ans, il y avait ce genre de projet, d'ambition, on va dire à long terme? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que des objectifs clairs aient été donnés tant par le ministère de la Jeunesse et des Sports que par les fédérations successives pour nos équipes nationales. Et je le déplore également, même si lorsqu'on est au sommet, il est difficile de ne pas envisager de faire effectivement un break. Ce break a été envisagé à l'époque, en 91, lorsque Bouzrar Farouk a été directeur technique national. Il a envisagé de revenir à un travail à la base de l'élite nationale. Cependant, il y avait une belle génération qui a été prise en charge par Machou et Bouchkriou et qui a abouti au résultat de 95 avec le championnat du monde donc, que nous avons cité auparavant. Et avec le championnat d'Afrique 96 d'ailleurs, le titre de champion d'Afrique. Et ceci expliquant cela, il est normal donc que l'on ait voulu de nouveau penser au sacre africain le plus rapidement possible. Alors, juste avant, on parlait de l'aspect pécunier pour les sélectionneurs, mais aussi les joueurs. On a entendu les joueurs après cette CAN qu'ils ont gagné sur le terrain, ils réclament plus de considération. Est-ce que vous trouvez normal, de votre point de vue, en toute modestie, que des joueurs aujourd'hui réclament plus de considération après toutes ces années passées en équipe nationale, à avoir fait d'énormes sacrifices, et là, qui remportent une CAN, ils demandent plus de considération? Ben, ils ont tout à fait raison, et c'est logique. Le jeu, le handball, c'est professionnalisé. Le sport algérien tout entier, c'est professionnalisé, même si seulement le football est officiellement professionnel. Alors maintenant, les joueurs se considèrent professionnels, ils gagnent leur vie avec le handball, ils envisagent leur avenir à partir de ces années où ils sont professionnels au sein de l'équipe nationale. Et donc, ceci est une évolution normale. Je rappellerai simplement qu'en 1981, après le titre de champion d'Afrique à Tunis, nous avons eu un poste radio comme récompense. Et par un privé. Alors, il n'est plus raisonnable aujourd'hui
de demander à l'équipe nationale ce sens du sacrifice extrême avec lequel nous avons évolué à l'époque. Non, aujourd'hui, il faut respecter les joueurs, d'autant plus qu'il y a en face d'eux cet exemple de l'équipe nationale de football qu'ils disent eux-mêmes ne pas vouloir concurrencer, mais il ne faut pas qu'il y ait un gouffre, une barrière, un petit fossé, oui, mais pas un gouffre entre les deux. Et ça, c'est normal, c'est légitime. Vous parlez du foot, en fait, et pour votre exemple en 81, même l'équipe de foot de 82 avait gagné, il me semble, on leur a offert un réfrigérateur, c'est bien ça, comme récompense. Oui, nous n'étions pas loin déjà à l'époque. C'était l'époque. Donc, pour en revenir aux joueurs, c'est moi ce que je trouve regrettable, c'est que on doit attendre qu'ils gagnent la Coupe d'Afrique des Nations pour qu'on se dise ah oui, il faut qu'il y ait une prise de considération à leur juste valeur. Pourquoi avoir entendu tout ce temps-là Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été encore institutionnalisées. La récompense doit faire partie de la prise en charge de l'élite nationale. C'est impératif. Mais ceci à travers la relation des institutions avec l'ensemble du mouvement sportif national doit être codifié et respecté. Je vais donner bon, je m'arrête là. Peut-être codifier et respecter, c'est tout. Très bien. Donc, on n'a pas beaucoup parlé des filles. Le handball féminin, est-ce que vous pouvez nous en parler comme il était à votre époque? Et sans faire une comparaison de génération, ce n'est pas la peine de le faire, comment vous voyez le handball féminin de votre époque et celui d'aujourd'hui? C'est juste pour nous dire un mot. Écoutez, les années 80 ont apporté également une révolution dans le handball féminin. Avec tout le respect qu'on a pour les membres de l'équipe nationale des années 60 et 70, c'est dans les années 80 qu'une dimension technico-tactique différente et plus moderne a été inculquée à l'équipe nationale féminine, et ceci notamment à travers l'équipe nationale junior filles de l'année 86, des championnats d'Afrique 86. Alors, avant que je continue, il faudra vérifier si on a gagné ou pas, parce que il me semble qu'on a gagné en garçon et en fille. En jeune, hein. En championnat junior 86. Mais si on n'a pas gagné, on a joué la finale. Hein. Bon, de toute façon, il faut le vérifier impérativement. Toujours est-il que c'est cette équipe qui a franchement apporté déclic. Voilà, qui a franchi un palier, qui a permis au handball féminin de franchir un palier. Et il y avait sûrement un autre palier à franchir. Et c'est les problèmes socioculturels, à mon avis, qui ont empêché qu'on franchisse ce palier. Parce que les ressources
du handball féminin reste limitée quantitativement par rapport aux ressources du handball masculin. Et également, l'investissement reste des fois discutable parce que les jeunes filles arrivées à maturité quittent trop souvent le bateau au moment où elles peuvent être réellement, où elles peuvent réellement franchir ce palier dont je parle là. Mais je crois, et je l'avais décidé en tant que président de la fédération, qu'il y a un palier qu'il faut franchir. Il faut mettre tout en œuvre pour le franchir, et d'abord chez nos techniciens également. Je crois que nos techniciens responsables dans le handball féminin ont besoin eux-mêmes de franchir ce palier, et il faut que tout le monde œuvre pour le franchir, mais peut-être se mettre d'abord autour d'une table pour ça. Alors, si on devrait résumer votre carrière, votre longue carrière, comment vous pourrez le faire? Ah ben moi, je dis que j'ai eu le bonheur de gagner, d'établir un record de 5 titres de champion d'Afrique consécutifs qui sera difficile à égaler. J'ai le bonheur et la fierté d'avoir imposé une nouvelle vision de la défense au handball mondial qui fait école, et on parle d'école algérienne de handball. J'ai aussi eu la fierté, le bonheur d'être dans la liste des lecteurs instructeurs de la Fédération internationale de handball de 88 à 2004. Et pour notamment, par rapport notamment à cette école algérienne de la défense. C'est une fierté que je partage avec tous les handballeurs algériens, parce que d'abord c'est une génération exceptionnelle de joueurs que j'ai avec laquelle j'ai vécu ces événements-là, et qui a cru en moi et en cette nouvelle vision. J'ai également, je peux aujourd'hui dire avec fierté que cette génération des années 80 est le véritable patrimoine aujourd'hui des entraîneurs de haut niveau du handball algérien. Et ça aussi, c'est un impact sur le handball algérien de haut niveau. J'espère qu'il y aura une nouvelle génération d'entraîneurs, mais pour l'instant, ceux qui sont sur le terrain, c'est ce handball-là qui les a impactés, et c'est une fierté personnelle. Alors, que dire de plus à part vous dire merci pour tout? Je ne sais pas, c'est difficile, mais oui, merci pour tout ce que vous avez apporté au handball, et surtout à l'Algérie. Merci à vous. Merci à ce que vous apportez vous aussi au handball algérien aujourd'hui à travers cet outil qu'est DZ Hand, qui malgré des fois des utilisations négatives faites par des internautes peu soucieux de l'éthique sportive et morale. Donc merci pour ce que vous apportez au handball algérien, mais je ne peux terminer sans souhaiter le meilleur pour cette équipe nationale qui vient de gagner ce titre, féliciter les acteurs de ce titre, à savoir l'équipe
et son encadrement, et souhaiter que le handball algérien sorte réellement grandi de cet événement sportif. Merci à vous, on le souhaite et on espère des jours meilleurs pour le sport et le handball algérien. Merci à vous, M. Desroses. Merci.